Chapitre 7. Thomas joue au chef de gare. Notre nouveau compagnon ne revint qu'à la fin de l'après-midi. Par la fenêtre, je le vis tourner au coin du marché aux chèvres et s'engager dans la rue des Moines. Mais il n'était pas seul. Robert Lapointe, Rosette Trobe et le gros Paul couraient derrière lui, en se retournant fréquemment comme s'il craignait d'être poursuivi. Je me hâtai d'avertir Thomas. « Il commence peut-être à en avoir assez ?» me répondit-il. Aussitôt après, on sonna. Marianne alla ouvrir et Charles Benz fit irruption dans le couloir. « Paul, Robert et Rosette sont dehors », nous annonça-t-il. « Que viennent-ils faire ici ?»« Ils refusent de marcher plus longtemps avec les autres. »« Entrez !» cria Thomas. Derrière, Marianne, tous trois pénétrèrent dans la pièce. Le gros Paul prenait des airs de pêcheur repentant. Robert Lapointe se grattait la tête avec embarras. Quant à Rosette, elle avait les larmes aux yeux. « Mes petits frères ont faim !» nous dit-elle. « N'y a-t-il donc rien à manger chez vous ?» demandai-je. « Non, plus rien. Maman devait faire les courses ce matin. » Marianne la rassura en lui promettant de lui donner des vivres et elle passa dans la cuisine. « Où donc es-tu resté si longtemps ?» demanda Thomas à Charles, sur un ton sévère. « Oh, je les ai suivis pour les espionner, » répondit l'autre. « Ils sont complètement déchaînés. Oscar et sa bande sont installés à Café du Commerce. Ils jouent au billard et boivent de la limonade. D'autres sont au Lion d'Or. Ils jouent aux quilles et aux cartes. » Jusque-là, ce n'est pas bien grave, fis-je remarquer. À son tour, Rosette prit la parole. « Des filles sont entrées dans le magasin de nouveautés. Elles essaient des robes et des chapeaux. »« Ah, les femmes !» soupira Thomas. « Le marché aux chèvres ressemble à un champ de bataille, reprit Charles. Il est couvert de jouets, de livres déchirés. »« Et devant le bureau de tabac, intervint Robert Lapointe, il y a une bande de gamins qui fument des cigarettes. Oscar a même fumé un cigare. »« Et cela lui a donné mal au cœur ?» compléta Charles avec une voix vengeresse. À ce moment-là, Marianne revint avec un panier rempli de provisions. Elle le remit à Rosette, qui la remercia et se dirigea vers la porte. « Oh, elle ne peut pas sortir toute seule !» déclara Thomas. « On risquerait de lui voler en cours de route, de tout lui voler en cours de route. »« Oh, puis-je l'accompagner ?» proposa le gros Paul en louchant sur le panier. « Non, il vaut mieux que nous y allions tous ensemble, » dit Thomas. Cette fois, Marianne prit la précaution de se munir de sa clé, puis nous passâmes dans la rue. Tout était calme, le vacarme des enfants était grandement diminué au loin. La plupart d'entre eux devaient certainement commencer à sentir la fatigue de cette folle journée. Nous fîmes un détour pour éviter le marché aux chèvres, et après avoir suivi plusieurs ruelles, nous débouchâmes dans la ruelle de Collersheim qui devait nous mener jusqu'à la place de la gare. En cours de route, nous aperçûmes Bernard Rabe et sa sœur Gertrude tristement assis sur le seuil de leur maison. Dès qu'ils nous virent, ils se précipitèrent vers nous. « Thomas !» cria Bernard. « Je suis content de te retrouver. »« Tiens, tiens !» fit railleusement Thomas. « Qu'est-ce qui ne va plus ? La porte est fermée et nous ne savons pas où aller. »« Ah bah, vous pouvez toujours aller dormir dans la boutique du marchand de meubles. » Et Thomas voulut passer devant eux, mais Bernard le retint par la manche. « Il faut nous pardonner, supplia-t-il. Nous ne voulons plus rester avec les autres. Permettez-nous d'aller avec vous. » Thomas se laissa attendrir et tous ensemble nous remontâmes la grande rue, la longue rue. Nos deux nouveaux compagnons nous apprirent que de nombreux enfants regrettaient déjà des bêtises qu'ils avaient commises, mais que dans la crainte d'Oscar, ils n'osaient trop le dire à haute voix. Beaucoup d'entre eux, qui s'étaient gavés de bonbons et de chocolat, avaient été malades. N'ayant pas trouvé d'eau pour se désaltérer, ils avaient bu de la limonade et de la bière au café du commerce, ce qui ne les avait nullement remis d'aplomb, bien au contraire. Tout en bavardant, nous avions traversé la place de la gare et obliqué dans la rue où habitait Rosette. Ses petits frères qui jouaient dans le jardin poussèrent des cris de joie en nous apercevant. Rosette et Marianne entrèrent dans la maison pour faire dîner les enfants et les mettre au lit. En les attendant, nous nous assîmes sur le petit mur qui bordait le jardin. Nous commencions à être fatigués et nous restâmes là un bon moment sans échanger un mot. Le silence complet qui pesait sur ce quartier de la ville nous inspirait un vague malaise. Soudain, Thomas sauta sur ses pieds.
J'ai une idée, annonça-t-il. Quelle heure est-il? Je jetai un coup d'œil à ma montre. Il est exactement 7h moins le quart. Eh bien, écoutez, dit Thomas. Nous sommes à 2 pas de la gare. Le train qui vient de Collersheim passe à 7h. Nous allons voir si les parents sont dedans. Si oui, Robert fiera comme un zèbre jusqu'au marché aux chèvres pour avertir les enfants qui tâcheront de réparer un peu les dégâts. Nous retiendrons les parents le plus longtemps possible. Nous approuvâmes son idée. Quelques minutes plus tard, quand Marianne et Rosette nous eurent rejoints, nous nous dirigeâmes vers la gare en suivant les rails du tramway. Car il faut pour vous dire que le Timpleback possède même un tramway, le numéro 1. Il n'y a pas d'autre numéro. La petite motrice et sa remorque desservent une seule ligne avec 11 arrêts qui part de la gare, suit la rue de Collersheim dans toute sa longueur, puis remonte la grande rue jusqu'au coin du marché aux chèvres. Bien que l'exploitation soit déficitaire depuis plusieurs années, la municipalité n'a pas le cœur de condamner au chômage le conducteur et le receveur. D'ailleurs, les habitants de la ville, en particulier les enfants, sont très fiers de ce beau petit tram peint en rouge vif. Chaque fois que je l'utilise, je me place à côté du Watman pour observer attentivement la manœuvre. Ce jour-là, bien sûr, le tramway ne circulait pas et était rangé dans son dépôt, face à la gare. Nous étions encore sur la place quand nous entendîmes le train arriver. Aussitôt, nous nous précipitâmes vers le petit bâtiment désert, mais redoutant un peu le premier contact avec nos parents, nous restâmes prudemment dans la salle d'attente tandis que Thomas jetait un coup d'œil dehors. Puis il se tourna vers nous. « Ils n'y sont pas ?» Nous passâmes alors sur le quai. Le contrôleur, debout auprès de la locomotive, bavardait avec le mécanicien. Sans doute attendait-il que le chef de gare de Timpleback donnât le signe du départ. Quelques voyageurs se penchaient aux portières. Personne n'était descendu. En nous apercevant, le contrôleur nous fit signe d'approcher. « Mais alors quoi ?» grommela-t-il. « Où est donc le chef de gare ?»« Il est dans son bureau, mais il ne peut pas sortir pour l'instant, » répondit Thomas. « Il m'a chargé de vous dire que vous pouviez repartir. »« Quoi ?» fit le gros contrôleur tout surpris. « Il ne peut pas sortir de son bureau? Qu'est-ce qu'il a donc ?» Thomas n'hésita pas une fraction de seconde. « Ah, il a très mal à la tête. »« Très mal à la tête !» Le contrôleur resta tout d'abord interdit, puis il éclata de rire. « Mal à la tête !» répéta-t-il encore en se tapotant le front du bout de ses doigts. « Ma parole, il doit travailler trop, ce pauvre monsieur Werner. Mettez-lui des compresses !» Le mécanicien lui aussi riait de bon cœur, tant la chose lui semblait drôle. Intrigués, les voyageurs apparaissaient plus nombreux aux portières. Enfin, le contrôleur donna un coup de sifflet. La locomotive cracha des jets de vapeur, le train se remit lentement en mouvement. Le contrôleur sauta sur le marchepied du dernier wagon et nous fit des signes d'adieu. Nous le vîmes s'éloigner, toujours secoué par un rire énorme qui faisait tressauter sa bedaine. Le train passa sur le pont qui franchit la petite rivière, puis il disparut à nos yeux. « Les parents ne sont pas revenus, » constata tristement Rosette. « Oh, c'est qu'ils ont dû aller dans la forêt de Reckling, » déclara Thomas. « Je suis persuadé qu'ils rentreront ce soir. » « Pourquoi as-tu dit au contrôleur que le chef de gare avait mal à la tête ?» demandai-je à Thomas. Il parut embarrassé. « Oh, je ne pouvais tout de même pas avouer que nos parents avaient filé. »« Et pourquoi pas ?»« Parce que ça ne me regardait pas, ces étrangers. Réglons nos affaires nous-mêmes. D'ailleurs, ils auraient cru que je mentais. »« Mais tu as quand même menti, » lui fit remarquer Marianne en riant. « Oh, c'est tout différent, j'ai menti pour sauver notre honneur. J'ai fait ce que l'on appelle un pieux mensonge. Ce n'est pas interdit. » « A-t-on aussi le droit de faire un pieux mensonge quand on sèche l'école ?» demanda le gros Paul avec intérêt. « Non, dis-je, il n'y a pas d'honneur à cela. » Maintenant, nous restions tous en rond sur le quai, ne sachant plus trop quoi faire, sans nous décider à nous éloigner. De nouveau, l'inquiétude se glissait en nous. La nuit allait bientôt venir et nous n'étions pas très rassurés à l'idée que notre ville serait plongée dans les ténèbres. Nos parents rentreraient-ils dans la soirée, comme l'affirmait Thomas? Au fond de nous-mêmes, nous commencions à en douter. Soudain, Robert nous fit sursauter. « Qu'est-ce qu'il y a là-bas » cria-t-il. Nous nous retournâmes et vîmes à l'autre extrémité du quai une rangée de gros bidons de fer blanc. C'était le lait pour la ville, que déposait chaque soir le train de Collersheim. Nous allâmes les examiner, et je comptais qu'une vingtaine de bidons, qui, tous, sonnaient pleins. Le gros Paul, qui mourait de soif, s'apprêtait déjà à faire sauter un couvercle lorsque Thomas l'arrêta d'un geste. « Pas encore !» lui dit-il. « Il nous faut tout d'abord l'emporter ces bidons. Ils ne peuvent rester toute la nuit ici. Mais comment faire ?»